Bonjour les troisièmes, bienvenue donc pour la suite de ces cours de physique-chimie à distance. On attaque donc avec le chapitre 7. Je vous rappelle que l'essentiel de ce chapitre 7 est en fait dans cette formule, d'accord, P égale M fois G ou M égale P sur G. Donc on fait maintenant la différence entre le poids d'un objet et la masse d'un objet, d'accord. Et donc lorsqu'on connaît la masse d'un objet, on va pouvoir calculer son poids, et à contrario, lorsqu'on connaît le poids d'un objet, on va pouvoir calculer sa masse en fonction de ces deux formules. Donc vous deviez revoir ça, manipuler cette formule et ensuite faire un exercice d'application. Donc on va corriger l'exercice d'application et on va corriger aussi bien sûr le petit QCM, donc le QCM étant en lien avec l'exercice d'application. On va essayer de faire ça assez rapidement pour passer à l'essentiel. Vous aviez donc un sujet qui est dans votre livre qui s'appelle Je prépare le brevet, qui était aussi disponible donc au format PDF sur le site de Pronote. Alors, on commence avec la première question. Dans cette première question, on vous demandait, parmi les affirmations suivantes, choisir celles qui sont correctes. Ok, donc vous aviez 5 propositions A, B, C, D, E, et on va voir celles qui étaient correctes et celles qui ne le sont pas. Alors, j'ai mis tout ça sous forme d'un petit tableau, et vous avez donc le récapitulatif des affirmations et de la correction si nécessaire. On vous propose, première affirmation, le poids s'exprime en kilogrammes comme la masse. Eh ben non, c'est faux, d'accord, le poids ne s'exprime pas en kilogrammes, il s'exprime en newtons. La masse, elle, par contre, s'exprime bien en kilogrammes. Le poids d'un objet dépend du lieu. Effectivement, le poids d'un objet dépend du lieu. En fonction de l'endroit où vous allez être, le poids ne va pas être le même. Bien sûr, on parle d'un astre. Si vous êtes sur la Lune, sur la Terre ou sur Mars, le poids d'un objet ne sera pas le même. La masse d'un objet est identique sur la Terre ou sur la Lune. Oui, la masse dépend juste du nombre d'atomes qui constituent l'objet. Donc, elle est indépendante du lieu où vous allez vous trouver. Le poids et la masse sont de grandeur proportionnelle. Oui, vous l'avez vu avec un graphique que vous avez tracé pour certains d'entre vous. P en fonction de M, le poids en fonction de la masse, et on obtient une droite, donc c'est bien proportionnel, et vous avez une relation P égale M fois G, d'accord. Donc P et M sont proportionnels, et la constante de proportionnalité, c'est petit g, l'intensité de la pesanteur. Ensuite, petit e, un objet pesant 1 kg est attiré par la Terre avec une force de 9,8 newtons. Bah oui, c'est juste, d'accord, parce que si on a un objet de 1 kg, c'est-à-dire qu'on va pouvoir calculer son poids, d'accord. Pour calculer son poids, on sait que c'est P égale M fois le petit g, d'accord. On nous dit que la masse de l'objet c'est 1 kg, ok. On doit multiplier ça par G. G c'est la valeur de l'intensité de la pesanteur qui dans l'exercice vous est donné juste au-dessus sur Terre, c'est 9,8. D'accord. Donc si je fais juste fois donc 9,8, on va bien sûr trouver en faisant 1 fois 9,8, 9,8 newtons. Donc vous avez bien votre objet qui pèse 1 kg et qui va être attiré par la Terre avec une force de 9,8 kg. Oui, c'est son poids, vu que je vous rappelle que le poids est une force et que c'est le raccourci pour dire force d'attraction exercée par la Terre sur un objet. Ok, alors à la suite, nous avions la question 2, on vous demandait de calculer le poids de la roche 10 057 sur la Lune. Alors, pour faire ça, on applique la méthode habituelle, on regarde ce qu'on nous donne, on regarde ce qu'on nous demande, et on essaye de raisonner. Donc on nous dit qu'on cherche le poids de la roche sur la Lune, donc on cherche un poids P qui va s'exprimer en newtons. On nous a donné la masse de la roche, M919 grammes, et on nous a donné la valeur de G sur la Lune, 1,6 newton par kilogramme. À partir de là, on jette un petit coup d'œil sur les unités, on va remarquer que pour le poids, l'unité est en newton, et je retrouve bien les newtons dans G ici. Par contre, je remarque que la masse est donnée en grammes, et que dans la valeur de G, elle est donnée en kilogrammes. Donc il va falloir faire une conversion. On fait donc attention, la masse est en grammes, et on doit la placer en kilogrammes.
Ok, donc M égale 919 grammes. Si on fait la conversion, ça fait 0,919 kg. À partir de là, on a juste la formule à appliquer. La formule c'est P égale M fois G et on va remplacer chaque grandeur par sa valeur. Alors, il ne vous était pas demandé de faire des arrondis, mais j'ai fait des arrondis parce que c'est un petit peu plus simple à manipuler et à discuter avec vous après. On utilise la formule donc P égale M fois G. P c'est donc 0,919 kg que l'on va multiplier par 1,6 Newton par kg. On va trouver 1,4704 Newton qu'on va arrondir environ à 1,5 Newton. D'accord? Si vous n'avez pas fait l'arrondi, ce n'est pas grave. D'accord? Mais autant faire l'arrondi pour nous, ce sera plus simple quand on en discutera. Ça, j'ai déjà dit. Donc, le poids de la roche sur la Lune, 1,4704 newtons ou environ 1,5 newton. D'accord? La question 3. Que devient cette valeur sur la Terre? Sur la Terre, on va appliquer exactement la même méthode. On précise ce qu'on cherche, on précise ce que l'on a et on précisera ensuite la formule que l'on va utiliser. Donc on cherche le poids sur la Terre, P en newton, on a la masse de la roche 919 grammes, on a la valeur de G sur la Terre 9,8 newton par kilogramme. On fait toujours attention au fait que la masse est en grammes et que pour nous il nous la faudra en kilogrammes, donc on n'oublie pas de faire la conversion. Une fois qu'on a fait cette conversion, on rappelle la formule. On utilise donc la formule P égale M fois G. P donc égale 0,919, c'est la masse de la roche. 9,8, c'est la valeur cette fois-ci de G sur Terre. On va trouver 9,0062 newtons. Là aussi, on peut arrondir, d'accord, à environ 9 newtons. Si vous avez laissé tous les chiffres, pas de souci. De toute façon, dans le QCM, c'est cela que j'avais gardé aussi. Voici pour les deux applications numériques. Ensuite, question 4, on vous donnait un schéma, 6 comptes, d'accord, représentant la roche 10057 sur la Terre. On vous demandait de rappeler les caractéristiques du poids. Donc là, une petite aide, on caractérise une force par son point d'application, sa direction, son sens et sa valeur. C'est ce qu'on vous demande. On vous demande de déterminer le point d'application, la direction, le sens et la valeur de cette représentation. Donc, bien sûr, vous pouvez vous aider de votre cours et regardez ce qu'on avait fait avant. Le principe, c'est de vous faire travailler, pas d'essayer de vous piéger. Et si vous recherchez et que vous retrouvez ça dans votre cours, c'est que vous avez fait tout ce que je voulais. Donc, on y va pour la correction. Question 4a. Donc, les caractéristiques sont le point d'application, le centre de la roche, direction, c'est comment est-ce qu'on va placer notre règle. On va la placer verticalement. Sens, c'est le sens de la flèche, c'est vers le bas, et sa valeur, c'est 9 newtons. D'accord? Ensuite, on nous demandait de retrouver l'échelle utilisée sur la figure pour représenter le poids. Alors, on va voir ça. Alors, pour ce schéma, il fallait déjà prendre votre règle. D'accord? À l'aide de la règle, je vais y arriver, pardon. Il va falloir mesurer la longueur de la flèche. D'accord. À l'aide de votre règle, on va déterminer qu'elle fait à peu près 4,5 cm. Donc, la flèche mesure 4,5 cm sur le schéma. Ok. Mesurant 4,5 cm, ça nous permet de faire une première échelle assez rapide, si vous voulez. C'est de préciser que 4,5 cm sur le schéma correspondent à nos 9 newtons. D'accord, on a bien 4,5 cm ici, et ça correspond à une valeur de 9 newtons. Bien sûr, ce résultat est acceptable, mais on peut le simplifier un petit peu. D'accord, pour le simplifier, c'est simple, on va diviser par 4,5 de chaque côté. Je divise 4,5 par 4,5, il va me rester 1. Je divise 9 par 4,5, il va me rester 2. Ce qui fait qu'au final, j'ai une échelle très simplifiée, 1 cm sur le schéma représente 2 newtons dans la réalité. Ok, donc voici comment faire pour déterminer l'échelle, à savoir que si on vous demande ça en brevet, cette première échelle est considérée comme parfaitement juste. Ok. Par contre, si on vous demande de préciser l'échelle, 1 cm correspond à combien de newtons, là il faudra être plus précis et réussir à déterminer que 1 cm
correspond à 2 newtons. Mais s'il n'y a pas plus de précision que déterminer l'échelle, vous posez que 4,5 cm correspondent à 9 newtons, et vous avez tous les points de la question. Ensuite, la question 5, je l'avais modifiée. Donc, il faut juste que je retrouve son énoncé. Alors voilà, pour la question 5, on avait fait un petit changement. Je vous demandais de ne pas faire le diagramme, d'accord, j'avais rayé la question, mais plutôt de faire le bilan de toutes les interactions suivies par la roche et de préciser les interactions de contact et à distance. Alors, on va reprendre le schéma représentant notre astronaute qui tient dans la main la roche. Ici. Et on demande donc quelles sont les interactions subies par cette roche lunaire. Cette roche lunaire subit plusieurs interactions quand elle est donc dans cette situation-là. La première interaction possible, alors si on veut vraiment être rigoureux, on va pas dire qu'elle est en interaction de contact avec la main de l'astronaute, parce que j'en entends certains qui sont un peu tatillons qui ont mais non, il n'a pas la main en contact vu qu'il a une combinaison. Donc on peut dire que la roche est en interaction avec le gant de la combinaison de l'astronaute. D'accord? Si vous aviez mis que la roche est en interaction avec la main de l'astronaute, on ne vous aurait pas compté faux. D'accord? Mais en toute rigueur, il faudrait préciser que la roche est en interaction avec le gant de la combinaison de l'astronaute. Cette interaction, bien sûr, est une interaction de contact. Ensuite, la roche lunaire est en interaction avec un deuxième objet. Elle est tout simplement en interaction avec la Lune. D'accord? Donc, c'est une interaction à distance, c'est une interaction gravitationnelle attractive. D'accord? Donc, si l'astronaute lâche la roche, celle-ci va tomber de la même manière que s'il était sur Terre. C'est donc une interaction attractive, mais surtout à distance. Alors, on affiche la correction. Voilà ce que l'on attendait de vous. Donc, lorsque la roche 10057 fut portée par l'astronaute tandis qu'il était sur la Lune, elle subissait les interactions suivantes. Premièrement, l'attraction de la Lune, c'est une attraction à distance, c'est une action à distance, pardon. Et l'action du gant de la combinaison de l'astronaute, c'est une action de contact. Donc, deux interactions, une à distance et une de contact. Voilà donc pour la correction de l'exercice. On va maintenant faire la correction du QCM, d'accord, qui reprend l'intégralité de cet exercice. Donc, certains d'entre vous ont ouvert le QCM, bien sûr, pour voir ce qu'il en était, etc. Sauf que quand vous ouvrez le QCM et que vous le fermez juste derrière, bah, ça vous met la note de 0, parce que vous n'avez répondu à aucune question. Et si vous ouvrez le QCM et que le temps imparti, c'est-à-dire les 25 minutes, est dépassé, bah, le QCM se ferme automatiquement et vous avez aussi la note de 0. Donc, pour la semaine prochaine, vous aurez un QCM, sauf que le QCM n'apparaîtra pas tout de suite. Il va apparaître 1 ou 2 jours après cette vidéo. Donc, quand vous aurez regardez la vidéo, complétez votre cours et essayez de faire l'exercice, d'accord? Là, je mettrai à disposition le QCM pour que personne ne se trompe cette fois-ci. D'accord? Alors, de toute façon, tout le monde est d'accord et personne ne dit rien. On y va. Ce QCM. C'est parti. Le poids sectionnement de kilogrammes, donc là c'est les points à question, il va répondre faux pour lui. Ensuite, le poids d'un objet dépend du lieu, c'est vrai. La masse d'un objet est identique sur la Terre ou sur la Lune, on a dit que c'était vrai. Le poids et la masse sont deux compteurs proportionnels, on a dit que c'était vrai aussi. Un objet de 1 kg est attiré par la Terre avec la force, oui, c'est aussi vrai. Ensuite, pour calculer la valeur du poids de la roche sur la Lune, on utilise quelle formule? Bon, on utilise P égale M fois G, hein. D'accord, vu qu'on vous demande de calculer le poids. On vous demandait quel était le calcul à faire, donc vous aviez tous les calculs et c'était celui-ci le juste, hein, avec la bonne conversion de la masse en kilogrammes et le G de la Lune. On vous demandait la valeur, donc la valeur c'était 1,4704, d'accord. Et enfin on vous demandait de préciser l'unité du poids, c'est le Newton. Même chose pour le poids sur Terre, donc cette fois-ci c'était le 9,0062. Ensuite, on vous demandait pour la question 4 d'identifier les caractéristiques. Donc le point d'application, c'est où? Eh ben, c'était le centre de la roche. Ok. Quelle était la direction? Donc la direction, on a dit que c'était verticale. Quel était le sens? On a dit que c'était vers le bas. D'accord.
en toute rigueur, on aurait dû dire vers le centre de la Lune, mais comme je ne voulais pas proposer qu'on n'avait pas vu en cours, j'avais laissé vers le bas. On vous demandait de préciser l'échelle, donc là c'était 1 cm pour 2 newtons. Donc, combien d'interactions subit la roche lorsqu'elle fut portée par l'astronaute sur la Lune? Elle n'en subit que 2. L'interaction entre la roche et la combinaison est une interaction de contact. Voilà. Et l'interaction entre la Lune et la roche est une interaction à distance. Ok. Et il n'y a que 2 interactions. Il n'y a pas d'interaction de l'air, vu que je vous rappelle que la Lune n'a pas d'atmosphère. Donc comme elle n'a pas d'atmosphère, il ne peut pas y avoir d'interaction avec l'air comme on avait sur Terre. Ok, donc là, c'était la petite correction du QCM. Alors, on a fini avec le chapitre 7, et comme on a fini avec le chapitre... Voilà, et ben on va continuer avec le chapitre 8. Donc, c'est parti pour la suite, chapitre 8. Donc, je vous laisse reprendre votre cahier, à la suite du cahier, faire une flèche, d'accord, et on va passer au chapitre 8. Hop là, chapitre 8. Alors, pour ce chapitre 8, une fois que vous avez fait la flèche, je vous laisse tourner la page. On met le titre du chapitre à la suite. Et ben, nous revenons sur les ions. On a défini les ions dans le chapitre 3. D'accord, après avoir fait les rappels sur les atomes, la classification périodique. Donc, les ions, c'est un atome ou une molécule. Enfin, ce sont un atome ou une molécule qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. D'accord. Ces ions ont aussi une utilité chimique. D'accord. Ils sont présents dans la plupart des solutions que l'on utilise et il faut être capable de les détecter. Donc, pour les détecter, il faut savoir ce qu'on appelle aussi les identifier. Donc, c'est la première partie, c'était le grand 1. Identification des ions. Voilà. Alors, cette identification des ions, vous l'avez déjà faite. Ce sont les manipulations, c'est le TP qu'on a fait ensemble. Donc, à la suite, je vous laisse noter voir TP. Alors, ce TP, c'est le TP qui s'intitule Comment détecter la présence de certains ions dans une solution. Ce qui veut dire que ce TP, s'il n'est pas collé, il faut le coller maintenant. D'accord. Si vous l'avez déjà collé, c'est pas grave, il y a marqué voir TP, donc vous irez voir ce TP. D'accord. Sinon, il faut coller le TP maintenant à la suite. Soit vous le collez, soit vous le scotchez, à vous d'organiser votre cahier comme bon vous semble. En plus de ce TP, on peut utiliser une ressource pour identifier les ions. Donc, vous pouvez utiliser le livre page 203. Donc, livre page 203, donc le livre vert qui est chez vous. C'est là aussi une fiche méthode pour détecter les ions. D'accord. Donc, je vais afficher cette fiche méthode à la suite, ce qui pourra vous aider pour... Alors, c'est une fiche méthode, page 203, d'accord. Elle vous permet d'identifier des ions en solution. Vous avez ici une première série de tests avec le détecteur, c'est-à-dire le liquide testeur utilisé, le protocole, la marche à suivre pour mettre en évidence,
Ici, vous avez un récapitulatif des précipités obtenus en couleur, avec juste en dessous le nom des ions, et tout ça sous forme de tableau, le nom, la formule, le détecteur utilisé et la couleur du précipité pour chacune des expériences. Et enfin, la même chose avec le détecteur utilisé qui était le nitrate d'argent, le protocole utilisé et au bilan, ce qui se passe quand on ajoute du nitrate d'argent dans une solution qui contient des ions Cl-. D'accord? Donc, si on reprend le bilan, pour détecter la présence d'un ion dans une solution, vous devez réaliser un test d'identification. Pour cela, vous allez verser quelques gouttes du liquide testeur approprié, d'accord? C'est-à-dire que vous allez commencer par verser de l'hydroxyde de sodium et observer le ou les précipités qui vont se former. Logiquement, c'est un précipité qui va se former d'une certaine couleur. En fonction de la couleur du précipité, vous allez pouvoir identifier l'ion présent. D'accord? Donc, on rappelle qu'un précipité, c'est un ensemble de particules qui sont solides et insolubles, et c'est quelque chose qui va se former dans le liquide. Et en fonction de sa couleur, on va pouvoir identifier l'ion présent dans la solution. Donc, on y va pour noter tout ça. C'est ce qu'il faut savoir à la suite du cours. Donc, c'est l'objet du grand 2. Donc, vous sautez une ligne et on y va pour grand 2. Détection des ions. Alors, pour détecter nos ions, il nous faut, hop, c'est parti. Pour détecter la présence d'un ion dans une solution, on réalise un test d'identification en versant quelques quelques gouttes d'un liquide testeur approprié à la ligne. Si le test est positif, il se forme un précipité dont la couleur est caractéristique de l'ion présent. Alors, pour détecter la présence d'un ion dans une solution, on réalise un test d'identification en versant quelques gouttes d'un liquide testeur approprié. Si le test est positif, il se forme un précipité dont la couleur est caractéristique de l'ion présent. Voilà. Ok, donc cette méthode est un peu à connaître. Ça veut dire que si vous avez un exercice au brevet, d'accord, vous devez être capable de dire que pour tester un ion, vous allez rajouter un liquide testeur à l'intérieur et vous allez observer la formation d'un précipité. Vous ne devez rien savoir de plus. Vous ne devez connaître aucun nom de liquide testeur, vous ne devez connaître aucune couleur de précipité que ce soit, d'accord, ni aucun ion testé, et vous auriez un tableau récapitulatif, d'accord, exemple la fiche méthode que vous avez précédemment, et c'est tout. Mais vous n'avez rien d'autre à connaître à part grossièrement le déroulé de cette méthode. On va quand même rappeler une petite définition ou deux. Alors,
on y va à la ligne définition. Et on va donner la définition d'un précipité pour commencer. Donc le précipité, c'est un ensemble de particules solides et insolubles. Pardon. Qui se forment dans un liquide. Donc ces ENT se forment parce que ce sont les particules dans un liquide. Notre liquide, c'est principalement l'eau. Ok. Mais certains précipités peuvent se former dans d'autres liquides qui ne sont pas au programme en collège, donc ne vous en faites pas, vous n'aurez pas ce genre de choses. À la suite, on va faire un schéma de notre expérience, d'accord. Logiquement, avec ce schéma, vous devez retrouver, bon, entre guillemets, les définitions qu'on vient de donner juste ici. Alors, c'est parti pour notre schéma. Alors, schéma. Bien sûr, on va faire exactement le même schéma que celui que vous avez fait lors du TP. D'accord. On utilise donc un schéma qui comprend deux tubes à essai. Oui, séparés par une flèche. Ici, on va préciser ce que l'on introduit. Et enfin, ici, ce que l'on va obtenir. Alors, c'est un schéma général. Donc, en bas, c'est une solution et c'est une solution inconnue. En fait, c'est la solution à tester. Donc, on prend un tube à essai et on verse dans ce tube à essai un petit peu de notre solution à tester. Au-dessus, on va rajouter notre liquide testeur. D'accord, vous en connaissez deux, hydroxyde de sodium et nitrate d'argent. Vous les connaissez, mais vous ne les apprenez pas par cœur. Ensuite, vous devez avoir dans le tube à essai, vous faites ça au crayon de papier, vous faites ça de n'importe quelle couleur. Allez, moi je vais faire comme ceci. Voilà, vous avez un truc qui se forme à l'intérieur, d'accord. Soit ce sont des toutes petites particules, soit c'est un truc un peu plus visqueux, qui ressemblerait presque à du coton, d'accord. C'est notre fameux précipité, d'accord. Et on met donc que c'est notre précipité. Par contre, on précise qu'il est d'une couleur caractéristique. Précipité de couleur caractéristique. Ok. S'il est bleu, s'il est orange, s'il est blanc, ça a une signification toute particulière. Il m'embête lui. Je veux juste... Non, je veux que... Il me prend les deux d'un coup. Hop. Voilà. Précipité de couleur caractéristique. Ok, donc voici le schéma qui en fait redécrit très rapidement ce que vous devez faire. Vous prenez un tube à essai, vous mettez un peu de solution à tester, et vous introduisez à l'intérieur quelques gouttes de liquide testeur et vous allez avoir, si le test est positif, la formation d'un précipité dont la couleur est caractéristique de l'ion que vous avez mis en évidence. Ok. Le précipité, on a dit qu'il était insoluble. On va juste faire un petit rappel vocabulaire parce que c'est toujours bon pour tout le monde là-dessus. Alors à la suite du schéma, un petit rappel vocabulaire pour soluble et insoluble. Pour la plupart d'entre vous, on l'a vu ensemble en 6e, mais est-ce que vous en souvenez encore? Alors on y va pour quelque chose qui est soluble dans l'eau. Eh ben, on dit que c'est une espèce chimique qui peut
se dissoudre dans l'eau. Donc, voici pour la définition d'une espèce soluble dans l'eau. Bien sûr, si on dit qu'elle est insoluble, pardon, il n'y a pas d'espace, insoluble dans l'eau, c'est une espèce chimique qui ne peut pas se dissoudre dans l'eau. Pour ceux qui s'en souviennent, en 6e, nous avons donc fait ça avec du sucre, du sel et du sable. Le sucre et le sel sont des espèces solubles dans l'eau. D'accord, ils vont se dissoudre dans l'eau. Le sable est une espèce insoluble, d'accord, donc elle ne va pas se dissoudre dans l'eau. Voici donc pour les rappels de vocabulaire. Alors avec ça, eh bien, on a fini le chapitre 8. Oui, il était court, c'est un chapitre qui nous sert juste à détecter et à identifier des ions. Donc ce que vous devez savoir faire, c'est savoir utiliser ceci, d'accord, c'est-à-dire une banque de données. Ce document-là, soit sous forme de photos avec les tubes à essai et les précipités et les noms des ions juste en dessous, soit sous forme d'un tableau, vous devez être capable de l'utiliser. Alors, pour vérifier que vous arrivez bien à utiliser tout ça, vous allez avoir des exercices à faire. D'accord ? Donc, ce sont des exercices du livre. Donc, à la suite, ça va être cahier de texte. On y va. Cahier de texte. Alors, c'est pour mardi prochain. Mardi. Je veux pas. Eh ben si. Alors, mardi 31. Pour mardi 31 mars, eh ben, on y va. Faire les exercices 9, 10 et 13, page 41. Donc ça c'est le livre vert chez vous pour la page 41 et page 131. Ça c'est pour le livre numérique que vous trouvez aussi sur internet, c'est le gros blanc. D'accord, livre numérique. Hop. Ok, et puis ensuite répondre au QCM. Alors vous vous affolez pas, hein. Le QCM n'est pas disponible aujourd'hui, il sera peut-être disponible demain ou sûrement jeudi, tout simplement pour vous laisser le temps de bien faire les exercices. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à essayer de me contacter pour poser des questions. Si tout va bien cette semaine, on essaiera la classe virtuelle du CNED, d'accord, ce qui me permettrait de répondre plus facilement à vos questions. Donc, regardez sur Pronote de temps en temps. Je vais mettre un lien à un moment pour accéder à cette classe virtuelle et après ce lien disparaîtra. Si vous ratez un moment ce lien, c'est pas grave, je veux juste le tester avec quelques élèves, d'accord. Si ça marche bien, on essaiera de le généraliser pour les classes, mais ça a l'air de bouffer pas mal de bandes passantes, donc si on est trop nombreux, à mon avis le site va craquer et va plutôt saturer, on verra que dalle. Donc j'essaierai à un moment. Donc si vous êtes là, ce sera tant mieux pour vous, on pourra tester. Si vous n'êtes pas là, c'est pas grave. D'accord, on fera ça une prochaine fois. Il semblerait que le confinement va durer un peu plus longtemps que prévu, donc on aura le temps de remettre ça. Alors, à la suite, je vais juste faire des captures d'écran pour vous afficher les exercices 9, 10 et 13, ce qui font qu'ils vont être disponibles de 3 manières différentes, soit chez vous dans votre livre, soit sur Pronote format PDF, soit sur Internet en cherchant dans le livre numérique. D'accord? Et voilà. Les exercices sont donc maintenant accessibles aussi sur Pronote. Donc vous avez l'exercice numéro 9.
Il n'y a que 2 questions dans l'exercice numéro 9. L'exercice numéro 10, qui lui ne comporte qu'une seule question, où vous avez un schéma à faire. Et enfin l'exercice numéro 13, qui lui aussi ne possède qu'une seule question. D'accord, donc pas très compliqué. Le QCM sera bien sûr en lien avec ces 3 exercices et aussi en lien avec le cours. D'accord, donc pensez à réviser votre cours avant de faire le QCM. Eh bien, à moi de vous souhaiter bon courage, bonne continuation et à bientôt. Au revoir.